Merci beaucoup aux organisateurs de ce colloque. Vous l'avez vu pendant les présentations, les victimes ont des difficultés à parler. Une de ces victimes est revenue à la table pour entendre une intervention juridique, mais bien souvent, lorsque c'est l'heure du droit, il n'y a plus de victimes. Parce que pour pouvoir parler, il faut être entouré, sentir une attention, une ouverture. Et si vous n'avez pas cette attention, vous n'avez pas de possibilité concrète d'accès au droit. Alors, ce point liminaire fait, je voudrais ensuite ajouter que je ne suis pas moi-même une personne intersexuée, ce qui peut avoir nécessairement des conséquences sur ma parole et les biais qui pourraient l'entacher. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du droit international, parce que la question du droit interne est assez largement connue pour celles et ceux d'entre vous qui font des recherches. Celle du droit international l'est peut-être un peu moins. Il m'a été demandé de traiter de la question évoluer sous l'impulsion du droit international. Alors, donc, mon intervention sera structurée en deux parties. C'est le travers des juristes. D'abord, essayer de vous montrer qu'il y a aujourd'hui une contradiction entre les normes internes et les normes internationales, et ensuite se demander si le droit international doit nous contraindre à résoudre cette contradiction, et si oui, comment. Commençons dans un premier lieu par le constat d'une contradiction. Le droit français. En droit français, les personnes intersexuées sont-elles reconnues? Question rhétorique, je pense que vous avez toutes et tous à présent la réponse, mais quelques éléments concrets, juridiques. Il existe une circulaire de 2011, le texte est plus ancien, il date en réalité des années 70, lorsque les médecins ont commencé à changer leurs pratiques et mettre en place des protocoles systématiques de mutilation des enfants intersexués. Cette circulaire de 2011 reprend donc cette instruction de 1970. Elle traite à la fois de l'état civil et de l'intégrité du corps des personnes. Alors, je vous en ai reproduit une première partie, que je peine à voir car ma vue n'est pas si bonne, mais la substance est que lorsque le nouveau-né d'un enfant, lorsqu'un enfant vient à naître et que l'on ne peut pas déterminer son sexe, donc l'idée qu'il y a dans cette disposition, c'est que l'on ne nommera pas le sexe de cet enfant, on essaye de ne rien inscrire sur l'acte de naissance. Donc, pas de reconnaissance juridique en ce sens qu'il n'y a pas d'inscription. Il y a quelques cas, lorsque le chirurgien n'est pas présent et qu'il ne peut pas conseiller les parents, parce que vous savez qu'il y a un délai très court pour déclarer la naissance de l'enfant, il y a quelques cas dans lesquels, parfois, on est contraint d'inscrire une mention sexe indéterminé avec l'autorisation du procureur de la République, mais cette mention, elle est provisoire. Donc, en aucun cas, l'existence de cette possibilité n'induit une reconnaissance concrète. Et en outre, quelle est cette mention? Sexe indéterminé. Indéterminé dit bien ce que cela veut dire. Il n'y a pas de détermination du sexe. Donc, dans le système de pensée des rédacteurs de cette circulaire, les personnes intersexuées n'existent pas. Elles sont, auraient dit des théologiens de naguère, dans les limbes. La circulaire traite également de l'intégrité physique des enfants. Elle encourage les professionnels de santé à réaliser des opérations permettant de les assigner dans l'un des deux sexes. Donc, qu'il s'agisse de l'état civil ou qu'il s'agisse du corps des personnes, du sexe administratif ou du sexe incarné biologique, vous le voyez, le droit français, par une simple circulaire, le droit français ne reconnaît pas les personnes intersexuées. Qu'en est-il ensuite du droit international ? Alors, le droit international s'est saisi de la question intersexe depuis la fin des années 2000. J'ai assez longuement décrit ce droit international dans un article que je vous ai mis les références. Je ne reviendrai pas sur toutes les références, je me contenterai des principales. L'Organisation des Nations Unies possède en son sein un haut commissariat aux droits de l'homme qui, depuis le début, je dirais 2012-2013, a commencé à se saisir de la question intersexe. Et en 2015, avec toute une série d'autres organisations de l'ONU, ils ont pris une position commune appelant à cesser les opérations irréversibles sur les enfants intersexués qui sont caractérisées comme des violations des droits humains. Si on se tourne plus près de nous,
au Conseil de l'Europe, qui n'est pas l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe, c'est cette institution qui est incarnée dans l'actualité par la Cour européenne des droits de l'homme, qui siège à Strasbourg. Le Conseil de l'Europe comprend en son sein une assemblée parlementaire, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, à laquelle nous envoyons des membres qui ne sont pas élus, ce ne sont pas ceux pour lesquels vous avez voté il y a quelques semaines, eux sont désignés par les parlementaires. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a pris une résolution très importante en 2017, la résolution 2191, et à nouveau, dans cette résolution, les personnes intersexuées sont reconnues pour ce qu'elles sont, et par voie de conséquence, les opérations qu'elles subissent sont considérées comme des actes illicites, puisqu'elles privent ces personnes de leur autonomie personnelle. Dernière résolution en date importante, l'Union européenne. L'Union européenne, on passe cette fois en 2019, le 14 février de cette année, l'Union européenne a, elle aussi, considéré que les personnes intersexuées devaient être reconnues comme une catégorie de la population comme une autre, et que par conséquent, elles devaient pouvoir bénéficier de l'ensemble des droits humains, et notamment du droit à l'intégrité physique. Donc vous voyez, lorsqu'on se tourne vers le droit international, en particulier les institutions respectueuses des droits humains, mais l'on pourrait également citer l'OMS, qui a pris position publiquement sur la nécessité de reconnaître les personnes intersexuées et de mettre fin aux opérations. Lorsqu'on se tourne vers le droit international, disais-je donc, les personnes intersexuées sont bel et bien reconnues. Alors, faut-il, en second lieu, résoudre cette contradiction ? Vous le savez, il existe une pluralité d'ordres juridiques, une pluralité de systèmes, et nous savons bien que nos amis belges font tout autre chose que nous en matière de GPA, par exemple, et cela ne nous oblige pas pour autant à avoir les mêmes pratiques. Qu'en est-il du droit international ? Dans quel cas est-ce que nous pouvons être tenus par le droit international ? Alors, le principe, il est que pour qu'une norme internationale soit reconnue, transposée en droit français, il faut que cette norme soit juridiquement contraignante. Je vous ai cité tout à l'heure 3 sources, une position commune et 2 résolutions, une de l'Union européenne et une du Conseil de l'Europe. Ces 3 sources ne sont pas juridiquement contraignantes. Elles ne font que poser des recommandations que les États, en droit interne, ne sont pas obligés de suivre. On pourrait donc se dire, bon, nous continuons, nous autres Français, à faire ce que nous voulons. Nous ne reconnaissons pas les personnes intersexuées, indépendamment du problème politique, mais juridiquement, on pourrait dire que nous ne sommes pas tenus de reconnaître ces personnes. Alors ce serait aller un peu vite en besogne parce que cela serait oublier un traité international que nous avons signé, un contrat entre États, et ce traité, il est obligatoire entre les États, mais aussi pour certains traités qui sont, dit-on, des faits directs, il est également applicable directement dans les rapports entre les usagers et leur État. Ce traité auquel je fais allusion, vous le connaissez, c'est la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette convention, elle comprend notamment un article 3 qui prohibe la torture et les traitements inhumains et dégradants. Et cet article 3, à ce jour, n'a pas encore été appliqué aux personnes intersexuées par la Cour européenne des droits de l'homme, que vous voyez ici, si mon pointeur fonctionne, en essayant de... Voilà, la Cour européenne des droits de l'homme, qui est chargée donc de l'application de cet instrument qu'est la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, bien que la Cour ne l'ait pas encore appliquée, il y a un certain nombre de raisons de penser qu'elle condamnera l'ensemble des pays qui procèdent à des opérations sur ces enfants intersexués pour actes de torture ou, à tout le moins, traitements inhumains et dégradants. Et ce qui est intéressant, c'est que la Cour de cassation, dans une affaire dont je vous ai mis les références au tableau, a considéré qu'on n'avait pas besoin d'attendre d'être condamné pour respecter la Convention. Ça paraît évident, mais pendant très longtemps, la position des juristes français, c'était « on n'a pas encore été condamné par la Cour », souvenez-vous de ce qui s'est passé pour l'adoption par les couples homosexuels, souvenez-vous de ce qui s'est passé pour les personnes transgenres, l'on disait « bon, on n'a pas encore été condamné, notre droit français est conforme, on ne transpose pas ». Cette position, depuis cet arrêt d'Assemblée plénière de 2011, donc l'Assemblée plénière, c'est la formation la plus importante dans la juridiction, donc c'est vraiment une décision qui ne sera pas modifiée. L'Assemblée plénière a dit on n'a pas besoin d'attendre d'être condamné pour respecter la Convention. Donc il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes, en application de l'article 3, tenus de reconnaître les personnes intersexuées. Et ce qui est intéressant avec cet article 3, c'est qu'il y a également une obligation
positive, je crois que je vous l'ai mis tout en bas, non c'est sur un autre, excusez-moi, c'est qu'il y a une obligation positive d'agir pour prévenir les violations. C'est-à-dire que si l'État a connaissance de mutilations, il doit tout mettre en œuvre pour prévenir leurs pratiques. Et aujourd'hui en France, nous le voyons avec les réactions du ministère de la Santé, qui met tout en œuvre pour empêcher, si vous voulez, que les pratiques évoluent, à ce jour, peut-être ça changera. Nous le voyons avec les juridictions françaises qui ont été saisies, qui utilisent des arguments de prescription pour refuser d'examiner les affaires, que tout est mis en œuvre pour empêcher que des réactions soient prises au niveau juridique. Donc il me semble que aujourd'hui, si vous voulez, nous avons une violation de l'article 3. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, la dernière question, c'est est-ce qu'on va attendre d'être condamné par la Cour ou bien est-ce que nous allons réagir ? Il faut savoir qu'à ce jour, la France n'a été condamnée qu'une seule fois pour torture. C'était dans une affaire d'un trafiquant de drogue. Il est fort possible, parce qu'une affaire est aujourd'hui pendante devant la Cour, que la France soit condamnée une deuxième fois pour torture. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va attendre d'être condamné pour torture ? D'être la honte du Conseil de l'Europe, des 50 pays qui forment le Conseil de l'Europe ? Ou est-ce qu'on va réagir avant et réaffirmer, comme on l'a fait pour les personnes transgenres en matière d'état civil, que, si vous voulez, on est conscient qu'il y a eu cette violation. C'est la loi J21 en matière d'état civil qui a dit on est conscient que le droit français méconnaissait le droit au respect de la vie privée des personnes transgenres, mais on va changer avant même d'être condamné. Et effectivement, pour les personnes transgenres, J21, que vous voyez là, a, le 18 novembre 2016, changé le droit français en disant la condition de stérilisation des personnes trans, quand même, c'était une violation des droits humains, et 6 mois après, on a été condamné. Mais l'honneur était sauf. Et il me semble qu'aujourd'hui, le législateur a la possibilité de laver notre honneur et qu'il faut s'en saisir. Je vous remercie.